Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natalia Montfort, fondatrice et dirigeante de l'agence de conseil en communication Optimize NC, basée dans notre belle ville de Bordeaux. Après 9 ans comme responsable communication, elle lance son agence en 2015 et en 2021, elle crée son propre podcast Astuces de com, qui compte d'ailleurs déjà plus de 200 épisodes consacrés à la communication, au marketing et aux réseaux sociaux. Et je vous le dis, c'est du super contenu. Moi, je suis abonné, donc je vous invite à le faire. Bref, vous l'avez compris, c'est une experte que j'ai le plaisir de recevoir au micro. Ensemble, on va aborder un sujet crucial pour toutes les startups en démarrage. Comment communiquer efficacement et en particulier quand on a un temps et un budget limité. Quels sont les premiers pas à poser, les outils à utiliser, comment créer du contenu qui capte l'attention. Bref, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Préparez-vous, c'est parti. Salut Natalia. Salut Guillaume. Je suis trop content que ça y est, on enregistre ensemble. Ça fait trop longtemps qu'on pensait le faire et puis ça y est, on a trouvé le temps. Moi aussi, je suis super contente, ça fait très plaisir. Écoute, si tu as envie de te présenter, j'ai fait une mini intro, mais il y a peut-être des choses que j'ai aussi oubliées. Aujourd'hui, on va parler de communication. Toi, c'est vraiment ça que tu fais, qui fait partie de ta vie depuis des années. Je vais pas me représenter parce que j'ai entendu ton intro et je trouve qu'elle est merveilleuse. Merci beaucoup. La seule chose peut-être que je peux rajouter, c'est que je suis vraiment passionnée par la communication. C'est pas juste, j'ai pas juste créé un podcast comme ça ou créé mon agence. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir rendre accessibles tous les conseils que je peux donner pour les personnes qui veulent aussi aimer communiquer. Trop bien. Mon objectif, donc aujourd'hui, comme je te disais, moi, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui sont dans les phases de démarrage ou de création ou qui sont déjà lancés, mais qui sont peut-être passés d'abord par une étape de prototypage, etc. Et là vont se lancer, vont aller chercher des clients, chercher des utilisateurs et donc sortir un peu du garage, du fameux garage dans lequel les startups naissent. Même si c'est le pas fameux. C'est pas vraiment vrai, c'est plus une légende. Mais du coup, une des premières questions un peu que peuvent se poser pas mal de personnes, et encore la semaine dernière, j'étais avec certaines startups qui me posaient cette question, c'est à quel moment je dois communiquer et c'est quoi les premières étapes. Souvent il y a un peu tout un nouveau territoire à explorer et on sait pas trop par où commencer. Donc qu'est-ce que toi tu dirais à ces personnes-là? C'est vrai que start-up ou pas, c'est toujours la question qu'on me pose. C'est par quoi est-ce qu'il faut commencer. En fait, il faut déjà se dire qu'il faut pas brûler les étapes parce que souvent on se dit je vais aller sur les réseaux sociaux parce que c'est facile, c'est génial. Mais si on oublie les premières étapes qui sont notamment de réfléchir à tout ce qui est positionnement, objectif et tout simplement la stratégie, mais en fait malheureusement ça pourra pas marcher dans le temps. Au début, on peut croire que ça fonctionne, c'est super, mais quand on regarde vraiment dans le temps, ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment important et surtout de se dire qu'effectivement on n'a pas forcément besoin de beaucoup de budget. Si on est un peu débrouillard comme on l'est dans l'univers des startups, on peut normalement trouver des solutions efficaces. Donc quand là je t'ai reçu, tu m'as dit que tout de suite tu avais un petit peu pensé à l'épisode et que tu avais une sorte de déjà petite checklist incontournable. Donc écoute, on peut y aller et peut-être dérouler les quelques étapes clés en fait que toi tu as identifiées. Ouais, je pense que c'est bien pour introduire le sujet et mes conseils. Déjà, ce que moi j'ai remarqué pour les startups, c'est qu'il y a un objectif qui est vraiment différent des PME, TPE, etc. C'est de vouloir exister et convaincre rapidement, parce que si on doit après convaincre des partenaires, pourquoi pas des investisseurs pour se développer, donc il faut que la communication soit adaptée et l'avantage aussi, c'est que comme c'est des personnes qui sont assez débrouillardes, ça permet qu'ils soient assez agiles dans leur communication. Mais il faut vouloir se donner les moyens. Donc pour moi, la première étape, c'est de réfléchir à son positionnement et à ses objectifs. Donc par exemple, c'est tout bête, mais juste se poser la question, qui est mon client idéal? En fait, c'est important. On n'a pas besoin d'y passer 3 jours, mais au moins de se l'écrire et d'y réfléchir. Quels sont les bénéfices que je peux apporter à ce client ou les résultats? Et quels sont les objectifs que je veux? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est de la crédibilité pour être expert dans mon domaine? Bien sûr, trouver des clients, mais ça, souvent, je le dis, tout le monde veut trouver des clients avec sa com, mais c'est l'étape ultime, on va dire. Donc déjà, ça, c'est les premières questions qu'on peut se poser. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi à ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, Guillaume, c'est il faut faire de la veille. Et normalement, je pense quand on est en start-up, c'est quelque chose, on est obligé de passer par là. Carrément. Mais moi, je parle attention, je parle pas juste de faire de la veille concurrentielle, je parle surtout de faire un peu de la veille des tendances. Parce que typiquement, quand on est dans une start-up, on attend un peu de nous qu'on soit moderne et innovant. Et c'est pareil pour la communication. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui se fait en ce moment pour m'inspirer ou pour me différencier aussi peut-être de mes concurrents.
Après, la troisième étape, tu le sais, c'est là où tout à l'heure, je pense, on va rentrer un peu plus dans les détails. Il y a toute la partie créer son identité. Donc, que ça soit identité visuelle, identité de marque, la ligne éditoriale, pourquoi pas travailler son branding personnel, donc son image de marque en tant que personne. Il y a toute la partie, quels canaux de communication je vais utiliser en priorité. Donc, je le dis pas maintenant parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais, c'est l'idée. Et après, il y a les médias, tout ce qui est un peu bonus. Une fois qu'on a fait la priorité dans notre communication, comment je peux aller plus loin? Pourquoi pas créer une chaîne YouTube, avoir un podcast? En fait, il y a plein de choses que l'on peut faire. Ok, génial, ça pose vraiment bien les bases. Et ce que tu disais en intro, en plus, souvent sur le positionnement, sur qui est mon client, qui sont mes utilisateurs, normalement c'est une étape aussi incontournable qu'on a quand on crée aussi son produit, service, qu'il soit numérique ou pas. Lorsque on pense positionnement utilisateur, etc., forcément on va essayer de voir où est-ce qu'ils sont. Il y a un peu cette phrase, moi, qu'on m'avait dit, c'est fish where the fish are, c'est aller pêcher là où il y a du poisson, entre guillemets. C'est que si vous voulez communiquer auprès de tel type de client, faut regarder où est-ce qu'il vit, en fait, où est-ce qu'il passe son temps, et donc ça veut dire qu'il y a des canaux de communication qui vont être peut-être spécifiques. Est-ce que toi t'as des retours d'expérience là-dessus, sur comment faire le bon choix entre ce qu'on aime, par exemple adorer regarder des vidéos YouTube, mais en fait il faut peut-être plus communiquer sur LinkedIn. Comment tu travailles un peu le choix des outils? Déjà, merci d'avoir traduit parce que je suis nulle en anglais. Et je suis vraiment d'accord, ça va répondre à ta question, c'est que souvent, le plus gros problème, entre guillemets, que je vois chez mes clients, c'est que ils ont envie de se faire plaisir dans leur communication. Donc, je suis d'accord, c'est très important parce que si on se force à faire des choses, on pourra pas avoir des résultats. Mais en fait, il faut surtout aller au bon endroit pour ses clients. Donc, l'idée la plus facile à réaliser, c'est de se dire comment je fais pour me faire plaisir et en même temps toucher les personnes que je veux toucher. Donc pour ça, si on a bien travaillé un peu sa cible, ses clients idéaux, comme souvent, de toute façon, comme tu le dis, on le fait en amont. Mais pour la communication, c'est d'aller plus loin et de se dire quels sont les réseaux sociaux utilisés par mes clients, quels sont les mots-clés qu'ils vont rechercher, est-ce qu'ils vont me chercher plutôt sur Google ou sur ChatGPT par exemple, est-ce qu'ils écoutent des podcasts ou pas, quel type de podcast. En fait, c'est vraiment de se poser des questions sur les habitudes des personnes que l'on veut toucher, et parfois ça nous aide déjà pour avoir les meilleures réponses pour savoir quelles actions de communication faire en priorité. Carrément. Et tu viens d'introduire le mot résultat, donc est-ce qu'il faut se définir des objectifs clairs? Est-ce que toi tu as des méthodes particulières, ou comment tu abordes un peu ce sujet-là avec tes clients ou les personnes que tu accompagnes? Et ça, c'est marrant parce que il y a deux types de personnes quand on parle de résultats et d'objectifs. Et parfois il y a les personnes qui sont très statistiques, qui adorent les chiffres, etc. Et c'est super. Mais le problème que je vois parfois, c'est qu'ils passent beaucoup trop de temps à exporter des chiffres, à faire des reporting de KPI, donc des indicateurs clés de performance. Ils en font trop et finalement en plus ils passent pas à l'action derrière. Donc ça, c'est bien, mais c'est un peu trop. Et il y a ceux qui ont peur justement des chiffres, des stats, et qui ne regardent jamais et qui font l'autruche. Donc toujours, c'est une question de compromis. Donc moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est de se dire, parmi les actions de communication que je vais mettre en place, quels sont vraiment les vrais indicateurs qui m'intéressent d'analyser. Par exemple, si j'ai un site web, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est la page la plus consultée, combien de temps les gens restent sur les pages, d'où est-ce que viennent les gens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont trouvé mon site, par exemple, en recherche naturelle sur Google, ou parce qu'ils ont consulté un article de blog. Ça, par exemple, c'est des indicateurs clés. Ou pour les réseaux sociaux, c'est, par exemple, est-ce que mon taux d'engagement est intéressant par rapport à ce que je m'étais fixé? En fait, c'est qu'il faut se lister tous les indicateurs clés, mais sans trop en faire. Se faire un petit tableau. Parfois, c'est un tableau Excel tout simple. Et pour ceux qui préfèrent, ça peut être sur Notion, voilà. Et se dire, par exemple, une fois par mois ou une fois par trimestre, j'extrais un peu ces chiffres, mais surtout, je les analyse et j'en fais quelque chose derrière. Je prends des décisions pour adapter ma communication. Ouais, et en plus, souvent, ça peut encourager. Parfois, quand on n'est pas trop à l'aise dans la création de contenu, des fois, on peut avoir cette impression de oui, mais à quoi bon partager sur LinkedIn, en fait. Mais en tout cas, je parle pour mon expérience, mais à chaque fois que je publie sur LinkedIn, souvent ça génère une conversation en message privé, ou une personne avec qui on n'avait pas parlé depuis longtemps, qui finalement va nous réécrire. Et il y a aussi ce truc-là, alors c'est plus lié à de la visibilité, mais le côté un peu top of mind, quoi. Si on doit travailler son réseau, c'est vaut mieux être un petit peu tout le temps visible. Alors ça veut pas dire inonder les réseaux non plus, je pense qu'il faut trouver la bonne balance, mais j'imagine que c'est des choses aussi que toi tu partages, c'est-à-dire d'avoir cette régularité.
Ouais, et enfin, j'adore du coup ce que tu as dit, top of mind, etc. Souvent, quand les personnes créent une entreprise ou une start-up, on se fixe des objectifs, on se dit il me faut 10 000 abonnés, sinon ça sert à rien. Mais en fait, on peut avoir 10 000 abonnés qui, entre guillemets, ne deviennent jamais clients et ça sert à rien. Tout comme on peut avoir que 1000 abonnés, c'est déjà très bien, qui sont fidèles et qui vont acheter. Donc déjà, ça, il faut le garder en tête. Et comme tu l'as dit, pour moi, il y a des objectifs qu'on va atteindre qui sont plus, moins chiffrés, qui sont moins concrets et pourtant qui sont très importants. Et justement, c'est de se dire, est-ce que grâce au fameux post LinkedIn que j'ai fait, certes, il m'a pas ramené de clients, j'ai peut-être eu peu d'interactions sur ce post et pourtant, grâce à ça, je suis rentrée en contact avec un de mes clients qui m'a contacté sur LinkedIn, un ancien client qui a vu mon post et du coup, ça a relancé la discussion. Ou alors, moi, ça m'arrive des fois, je fais un post, je me dis, oh, franchement, super, ça a pas marché. Et je fais beaucoup de réseaux à Bordeaux, des clubs d'entreprise, et je vois quelqu'un qui me dit, oh, j'ai vu ton post, mais d'ailleurs, je savais pas que tu faisais ça, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et là, je me dis, ouais, mais en fait, des fois, on se trompe sur les chiffres et les objectifs qu'on se fixe. Et pardon, du coup, je parle beaucoup. Non, du tout. J'allais réagir parce que ça m'arrive vraiment la même chose. Enfin, là, récemment, il y a eu les afterwork un petit peu de rentrée et autres, là où on enregistre. Et j'avais publié fin d'été, début septembre. Et il y a des personnes qui m'ont dit ça a l'air vous avez l'air d'avoir beaucoup de travail en ce moment, etc. Ce qui était le cas. Mais en fait, pourquoi ils me disaient ça? Je dis qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me dit je te vois pas mal actif et tout. Et donc ça renvoie un peu une image aussi d'activité, en fait, c'est ça. Mais ça, c'est clair. Et en plus de ça, ce qui est important de garder en tête, je pense, c'est que faut vraiment se dire, on a plusieurs objectifs. Bien sûr, le but, c'est de gagner des clients et faire du chiffre d'affaires. On a tous besoin de vivre et de se développer. Mais en fait, faut pas oublier qu'il faut poser des fondations solides. Et parfois, avant d'arriver à l'étape de vente et de consommation client, etc., en fait, il faut passer par une étape, comme tu l'as dit, de top of mind. C'est-à-dire, il faut qu'on soit la personne incontournable dans l'esprit des gens sur notre domaine d'activité. Et ça, c'est vraiment, moi, souvent, c'est ce que je travaille en priorité, notamment sur les réseaux sociaux. Je dis à mes clients, OK, c'est super, tu veux vendre, mais en fait, d'abord, pendant 3 mois, on va vraiment se focaliser sur, tu vas te rendre visible, tu vas montrer quelle est ta personnalité, parce que les gens, ils vont te choisir pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, on va vraiment travailler sur ta personnalité et ton domaine d'expertise. L'étape d'après, c'est, maintenant, on va travailler à créer du lien. Donc, comment faire pour que les gens soient un peu plus fidèles, qu'ils interagissent sur tes posts, qu'ils t'envoient des messages. Et l'étape d'après, c'est, là, maintenant qu'on a acquis ça se dit, acquis tout ça, comment je fais maintenant pour que ça se transforme en chiffre d'affaires? Donc, malheureusement, il faut pas brûler ces étapes-là, quoi. C'est parfait parce que tu viens de redire un truc que moi, j'ai gardé de mes études de communication, donc qui date d'il y a longtemps et que je garde, mais qui m'avait été transmis. C'était, les 3 étapes, c'est d'abord, se faire connaître, se faire aimer, puis ensuite se faire acheter. C'est difficile, et en fait c'est même dans la vie, c'est pareil, même avec une relation sociale, quoi. C'est difficile de tout de suite concrétiser une relation avec quelqu'un. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais si avant elle nous a pas aimé et elle nous a pas connu, quoi. Enfin, et pour plein de choses ça se vérifie. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ces éléments en tête et peut-être pas brûler les étapes, parce que c'est aussi ça parfois quand on est en start-up ou dans des PME très innovantes, on veut aller vite parce que tout va vite autour de nous, mais c'est vrai qu'il y a il y a un cadre à respecter, quoi. C'est vrai que quand on est dans les startups, comme tu l'as dit, il y a la notion de progresser vite, rapidement et de, entre guillemets, grossir, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ces étapes qui sont importantes. Par contre, faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on peut faire les étapes que j'ai dit, mais en parallèle, mettre en place quand même des actions pour vendre. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est juste que ça sera plus solide sur du long terme si on travaille bien aussi les étapes de notoriété, expertise, lien et vente. Mais on peut quand même vendre en parallèle, bien évidemment. Carrément. Et que votre client soit un directeur de grand groupe ou que ce soit monsieur, madame, tout le monde, en fait, aujourd'hui, on a un peu tous aussi ces mêmes réflexes. C'est que avant d'acheter quelque chose, on va souvent un petit peu sourcer, c'est-à-dire qu'on va aller chercher c'est quoi cette entreprise, on va faire une petite recherche Google. T'es en train de dire que les gens fouinent sur Internet. Oui, c'est ça. Et donc évidemment que si on a fait quelques actions de communication avant, ça va venir en réassurance et donc ça va forcément aider à la décision d'achat peut-être de votre client. Mais c'est sûr, hein. Il y a quelque chose que tu viens de dire là en parlant du nombre d'abonnés, etc. Et que moi, sur un aspect plus produit, plus test utilisateur, etc. que je partage à certains équipes, c'est que vaut mieux 10 utilisateurs très actifs et qui vont vous donner des feedbacks et qui vont être potentiellement des futurs ambassadeurs
plutôt que une centaine ou un millier qui est là un peu comme des fantômes. C'est un principe qui, j'imagine, vaut aussi en communication. Ouais, exactement. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que ce qui est bien, c'est de se créer, entre guillemets, une mini communauté de, entre guillemets, gros guillemets, super fans. C'est-à-dire les gens qui vont limite commenter tous vos posts, être toujours là au rendez-vous, lire tous vos articles de blog, écouter tous vos épisodes. Donc ça, on peut pas en avoir beaucoup, mais c'est très précieux. Et par contre, attention, parce que ces gens-là, c'est pas forcément nos clients. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont nous apporter de la crédibilité, parce qu'ils vont parler de nous, comme tu dis, ils vont être ambassadeurs, ils vont nous mettre en avant, ils vont commenter nos posts, donc ça va les faire monter, ils vont écouter nos épisodes, etc. Donc ça, c'est très précieux, et aussi pour avoir leur retour, pour nous améliorer, etc. Et à côté, on a les gens qui sont là en plus grande quantité, mais qui vont pas forcément interagir avec nous, être des super fans entre guillemets, mais par contre potentiellement c'est ceux-là qui vont aussi devenir clients. Oui. Donc c'est toujours important d'avoir les deux, mais d'être conscient que il faut pas forcément miser sur la quantité. Alors bon, quand on est en start-up, ça dépend de ce qu'on fait. Bien sûr, la quantité ça va être important, mais en tout cas en communication, il vaut mieux des gens quand même engagés, comme tu l'as dit, plutôt que d'avoir trop de gens qui sont là, mais on sait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, t'en as fait aussi un épisode spécifique cette année sur ton podcast sur les communautés. On a vu c'est le cas depuis quelques temps, mais c'est une tendance assez forte. Les communautés WhatsApp, les communautés Discord, etc. Même Insta avec les canals et autres. Est-ce que c'est aussi ce genre de petites techniques qui peuvent être des bons points de départ pour commencer avant de se lancer dans le grand bain? On peut se dire on va partager à un cercle peut-être plus restreint. T'aurais des retours ça, ouais, je voulais qu'on en parle. On peut en parler. C'est important, je pense. C'est que alors ça, c'est clairement le truc de l'année 2025 et 2026, parce qu'en fait, pourquoi? Tout simplement, on est noyé dans la masse. Maintenant, sur les réseaux sociaux, faut dire ce qui est. Même quand on fait du référencement naturel, du référencement payant, on va en parler, je pense, tout à l'heure. C'est important d'avoir des actions de base en communication, mais malheureusement, c'est de plus en plus difficile de sortir du lot parce qu'il y a beaucoup trop de gens maintenant qui le font. Et là, pourquoi les canaux communautaires explosent? C'est un moyen finalement de revenir un peu en arrière et de toucher moins de personnes, mais des personnes plus intéressées. Et clairement, il y a WhatsApp. Donc moi, c'est ma communauté, elle est sur WhatsApp. Il y a les canaux sur Instagram. Il y en a d'autres qui existent. Et l'avantage de ça, c'est que là, t'es vraiment, comme tu dis, ça peut être juste, tu vois, j'ai conseillé à un client même avec une vingtaine ou une trentaine de personnes de clients pour les fidéliser et relancer, etc. Ça peut être bien. Ou alors, on peut le voir à plus large échelle. Par exemple, quand on a un podcast, comme toi et moi, ou ce genre de choses. Et moi, dans ma communauté WhatsApp, j'ai regroupé, par exemple, des clients fidèles, des partenaires et des prospects et des auditeurs de podcasts. Mais c'est les auditeurs, vraiment, ils sont trop contents d'être là parce que ça permet d'avoir un lien avec moi que ils ont pas forcément, on se voit pas forcément toujours. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et je pense pour les startups, il va falloir s'y pencher, quoi. Top. Et est-ce que du coup c'est la fin de l'audio-vidéo où on en a eu beaucoup là ces dernières années et là on revient donc à des choses peut-être plus basiques ou non, faut pas négliger la partie audio-vidéo, elle va rester et enfin c'est quoi ton regard là sur les prochains? Moi je pense que il y a plusieurs avis différents, mais en tout cas moi mon avis c'est que non, c'est pas du tout mort, c'est juste qu'il faut savoir comment manier les différents leviers dans sa communication les uns avec les autres. En fait, il faut créer un écosystème et tu vois, moi je vais continuer mon podcast, je vais continuer de faire un peu de vidéos, mais j'ai pas par exemple de chaîne YouTube et j'ai quand même ma communauté, mais c'est surtout comment tu fais pour que chacun de ces leviers s'articule les uns avec les autres en fait. Ça peut peut-être nous permettre d'aborder un sujet aussi qui t'est cher, toi, qui est le recyclage de contenu. Ouais. Parfois, on peut être en train de rédiger un article blog assez détaillé, par exemple sur une technologie qu'on va sortir, sur un cas client spécifique. Ce grand article de blog, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on pense au recyclage? Ça, c'est une grosse méthode qui est intéressante pour les personnes qui nous écoutent, je pense, qui sont dans une problématique de gain de temps et d'efficacité. Clairement, souvent, ce que j'aime bien, c'est de choisir effectivement par sujet, focus thématique. Par exemple, on en fait le plus gros contenu, donc ça peut être un article de blog, parce que ça doit être assez long si on veut que ça soit efficace en référencement, et bien réfléchi avec des mots-clés, etc. Cet article de blog, souvent, il aborde un spectre assez large sur ton sujet. Donc, tu vas le redécouper, par exemple, en 3 ou 4 posts
pour les réseaux sociaux, sachant que les posts, on doit quand même donner de la valeur. On doit pas juste faire un post en disant « j'ai fait un article sur tel sujet, allez le lire ». Non, il faut donner de la valeur pour ensuite donner envie d'aller lire l'article. Mais par exemple, tu peux aussi faire des épisodes de podcast, tu peux faire des vidéos. En fait, pour chaque sujet, il faut essayer de réfléchir comment tu vas les redécouper. Et tu le disais tout à l'heure, même là, par exemple, on enregistre un épisode de podcast qui va durer, je sais pas, à peu près 40 minutes. Typiquement, tu peux découper des petits extraits audio pour soit les mettre sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, tu peux faire plein de choses en fait. Génial. Et sur l'autre sujet aussi qui t'est cher, il y a plein de sujets en communication qui te sont chers. C'est le cas notamment avec des équipes assez restreintes. Je pense voilà les équipes de startup qui démarrent, t'as les fondateurs, peut-être un employé et un alternant. Enfin voilà, c'est des petites équipes et il y a un vrai enjeu au niveau du temps et des budgets. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du temps et donc il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Moi, je suis aussi même si je connais tes conseils, je sais que j'ai encore à apprendre de toi là-dessus. Comment bien s'organiser finalement pour sa communication? Parce que parfois, c'est la communication, vu qu'on se dit qu'il y a pas un retour sur investissement direct, elle peut passer au second plan par rapport à un rendez-vous client ou par rapport à une présentation quelconque ou un projet urgent qu'on doit traiter. Donc, c'est quoi aussi les bonnes pratiques que toi tu donnes sur la partie gestion du temps et de communication? Il y a plusieurs manières de fonctionner. Je pense que là, par exemple, si on prend ton exemple, non, quelqu'un qui a les mêmes problématiques que toi, et moi, des fois, je vais pas mentir, ça m'arrive aussi. Je me suis mis des blocs de temps dans mon agenda pour ma comptabilité, pas pour la communication. Et en fait, un client me dit j'ai besoin de te voir et je fais sauter mon créneau de compta. C'est pas bien du tout, mais c'est normal. Donc, il faut être tolérant avec soi-même, se dire qu'on a des priorités, mais il faut être aussi conscient que si on veut des résultats dans sa communication, à un moment donné, il faut y dédier le temps qu'il faut. Donc déjà, ce qui peut être intéressant là, peut-être les personnes suite à l'épisode, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de lister. Il va falloir quand même faire un plan de communication, réfléchir à vos actions, etc. Donc là, faire une grosse to-do, des trucs vraiment à faire et vous bloquer pourquoi pas un gros bloc de temps pour faire par exemple tout ce qui est paramétrage. Si vous avez beaucoup de choses à faire là, faites-le maintenant. Et pour ensuite vous faire des blocs de temps réguliers pour surtout la création de contenu. Donc typiquement, en fonction du fonctionnement de l'entreprise et du nombre de personnes qui travaillent dessus, mais là tu m'as dit par exemple 3 personnes dont un alternant, moi ce que j'aurais conseillé c'est de se dire que par exemple une fois par trimestre on se bloque une journée où là on est sur la réflexion stratégique. Donc en gros on se dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre communication, qu'est-ce qui marche pas, quels outils on utilise, qu'est-ce qu'on doit améliorer, tout ce genre de choses, et surtout comment on se répartit les missions, quels sont nos sujets focus, on regarde nos stats, etc. Donc j'ai dit une journée par trimestre, mais même une demi-journée c'est très bien, on va dire que c'est suffisant. Et ensuite tous les mois, pour moi il y a une session un peu qu'on appelle comité éditorial. Donc là, tu as le dirigeant et les 2 autres personnes qui peuvent gérer la com en interne. Et là, on réfléchit au sujet du mois. De quoi on doit parler ce mois-ci? Est-ce qu'on a eu des cas clients à mettre en avant? Est-ce qu'on a eu des témoignages? Est-ce qu'on a un focus, une offre? Vraiment, on réfléchit à ça. Et là, ce jour-là, on va dire, ça, on en fait un article de blog, ça, on en fait 3 posts, ça, on en fait un épisode de podcast. Et qui fait quoi? Donc, on se répartit l'émission. Donc ça, c'est un peu la vision stratégique mensuelle. Et après, idéalement, les personnes qui bossent sur la com, moi, ce que je conseille, c'est de fonctionner par session de batching. C'est un peu comme le batch cooking, j'en parle souvent. Par exemple, le dimanche soir, tu fais tous tes plats de la semaine, chose que je ne fais pas du tout. Mais par contre, en communication, par exemple, je sais pas, moi, les mercredis matins, de 10 à 12, c'est mon temps création de contenu. Donc, soit j'enregistre des épisodes de podcast. Donc, il y a une semaine, je fais ça. La semaine d'après, je rédige des posts. La semaine d'après, par exemple, je fais un article de blog. Donc, en fait, c'est à vous de vous définir un temps fixe dans votre agenda. Il faut essayer de s'y tenir vraiment. Sinon, en fait, ça passe à la trappe, comme tu dis. Et surtout, pour qu'on s'y tienne, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, en fait. Parce que sinon, on va procrastiner. Donc, si on se dit, là, je dois rédiger 2 posts, je fais mes 2 posts et je les programme. Sinon, on va y passer 3 heures pour faire un post. Donc ça, c'est pas possible. Mais vraiment, il faut s'imposer, je pense, au début de tester ces méthodes-là. Et après, parfois, il y en a à qui ça convient et d'autres, ça convient pas et il faut fonctionner différemment. Mais c'est sûr que si on attend le vendredi soir pour faire, j'ai pas fait mon post LinkedIn de la semaine, mais du coup, en plus, on n'a pas envie de le faire. Donc, il faut essayer de fonctionner par batching, bloc de temps. Et tout ce qu'on peut programmer aussi, on le programme. Maintenant, on peut programmer l'envoi des newsletters, on peut programmer les publications d'articles de blog, les posts sur les réseaux sociaux. En fait, on peut programmer plein de choses, en fait.
On n'a même plus d'excuses. Donc j'espère que vous avez pris le train là qui est parti assez vite, mais parce qu'il y a eu énormément de valeur en quelques minutes. Je me suis un peu enflammée là. Non, mais c'est exactement pour ça que je t'ai invité. C'est ton énergie et donner autant de conseils à la minute, c'est vraiment très précieux. Donc merci pour ça. Donc je pense qu'en effet c'était un des points crucial là aussi de notre épisode, c'est de se dire que si on veut des résultats entre guillemets ou si on veut travailler sa communication, bah il faut prendre du temps de travail de sa communication, ça va pas se faire tout seul et c'est comme pour le reste, quand il y a de la méthode, quand il y a de la discipline presque j'aurais dit, des routines, ben ça va aller mieux et peut-être que justement au début ça va être une mécanique difficile peut-être à apprendre, mais une fois que ça va rentrer dans nos processus, dans notre quotidien, bah ça sera encore plus efficace. Et du coup, pour rentrer peut-être sur un champ encore plus peut-être pratico-pratique, là, si on veut faire 2 minutes là-dessus, il y a un champ des possibles énorme en communication. Est-ce qu'il y a des contenus un petit peu de base, des incontournables, qui peuvent être des bons points de départ, en fait? Ouais, par quoi, en gros, on peut commencer? C'est vrai qu'il faut se poser cette question au départ. Moi, ce que je m'étais dit, c'est que il y a quand même des choses un peu incontournables. Alors après, à adapter en fonction de votre cible et du sujet de votre startup. Mais en gros, pour moi, donc les incontournables, c'est d'abord comment je me rends visible sur Internet et notamment sur Google. Donc là, il y a la question du site Internet. Franchement, dans 85% des cas, je recommande à mes clients de faire un site web. Donc, on va pas dire que tout le monde en a besoin, mais bon, quand t'as une startup, tu dois avoir un site web. Donc, pour moi, ça, c'est là où on doit mettre le plus de budget au début. Donc, avec son identité visuelle. Donc, développer un site web. Donc, soit on est très compétent pour le faire soi-même, soit, clairement, il faut mettre son budget là-dessus. Et quand je parle de faire un site web, c'est pas juste faire un site joli. Parce que si on veut une com efficace sur du long terme, si on veut pas recommencer tous les ans et donc on veut perdre de l'argent, il faut quand même faire un site qui va répondre pour le référencement naturel. Donc techniquement, il y a des choses à faire, il y a les mots-clés, il y a de la rédaction. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose où il faut mettre du budget, quoi. Qu'on est en capacité aussi de prendre la main aussi, parce que parfois on fait faire le site à quelqu'un et on n'a pas toujours la main dessus. On va sans arrêt demander à une agence ou un freelance de éditer. Donc ça, je pense que c'est hyper important de avoir la main sur son site, de pouvoir surtout quand on est en phase de démarrage et que potentiellement son pitch ou sa proposition de valeur ou ses contenus peut bouger, de pouvoir éditer facilement sa page web ou créer une nouvelle pour une nouvelle offre que l'on sort. Donc oui, c'est d'avoir la maîtrise quand même. Ouais, ça c'est un point important. Donc premier conseil pour moi, le site web, si on n'est pas entre guillemets compétent pour le faire parce que c'est un métier, même moi-même je fais pas de site web, on trouve un prestataire qui peut nous le faire correctement. On pense à parler de référencement naturel, etc. Donc, pour que la base du site soit très bien faite. Et ensuite, effectivement, faut être capable de reprendre la main dessus pour faire vivre. Parce qu'un site, pour qu'il soit bien référencé, faut rajouter des contenus, faut le mettre à jour, faut faire des articles de blog, etc. Donc ça, potentiellement, quand on est débrouillard et qu'en startup, on doit faire un peu avec les moyens du bord, c'est ensuite quelque chose sur lequel vous pouvez vous former facilement, entre guillemets, de faire des articles de blog, etc. Donc, avoir la main, je pense que c'est intéressant. Ensuite, dans les canaux prioritaires, pour moi, il y a potentiellement se créer une fiche Google Business Profile. Et ça, souvent, on n'y pense pas parce qu'on se dit c'est que quand on va faire du référencement local, quand on a une boutique, un resto. Mais en fait, pas du tout. Maintenant, justement, Google a élargi les fonctionnalités de ses fiches d'établissement. Donc, effectivement, c'est très cohérent et très indispensable quand on reçoit du public. Mais au final, ça devient un peu la fiche Wikipédia de présentation d'une marque, d'une entreprise, etc. Donc pour moi, c'est une action gratuite qu'on peut faire soi-même. Donc créer sa fiche, la paramétrer, il y a vraiment plein de choses. Bon, on peut pas faire un épisode là-dessus, mais il y a plein de choses à faire ensuite au quotidien. Il y a des épisodes sur Astuces de com spécifiquement à Google My Business. Donc c'est vrai, ouais. Donc ça, pour moi, c'est une action facile, gratuite. Et pareil, si on n'a pas envie de le faire, on le confie à quelqu'un. Mais après, c'est pas ça qui va coûter beaucoup d'argent. Et après, la troisième action dans les actions prioritaires, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Et là, attention, parce que souvent, on a l'impression qu'on peut tout faire soi-même parce que, quand on lance une start-up, souvent, on est quand même assez à l'aise sur le digital, les réseaux sociaux. Mais il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est une action de com à part entière, qu'il faut avoir une stratégie, il faut se former un minimum. Bien sûr, c'est gérable au quotidien. Si on s'y intéresse, c'est une action qui est quand même facile à prendre en main si on s'y intéresse et qu'on veut faire les choses bien. Mais pour moi, les réseaux sociaux, ça fait partie du trio gagnant dans la communication de base qui reste accessible en termes de budget. Ok, top. Merci beaucoup.
Un autre sujet que une autre porte que j'avais envie d'ouvrir avec toi durant cette session d'échange, évidemment 2025-2026 et puis à l'avenir, je pense le monde a un peu changé. C'est tout ce qui est IA générative, ça a énormément impacté tous les métiers de la communication. Alors évidemment, on a eu beaucoup de choses autour du design et du graphisme avec toutes les images générées. Enfin, on va pas être là pour refaire un débat de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ce qui est sûr, c'est que on voit aussi beaucoup de nouveaux contenus fleurir. Parfois, on arrive vraiment à les détecter quand le texte est sans personnalité finalement. Moi, je serais plus pour dire que quand même, il va falloir utiliser ces outils et que justement, si on y met sa personnalité, son intention, etc., on peut potentiellement en ressortir quelque chose. C'est quoi ton avis là-dessus et quel premier conseil aussi tu pourrais donner à l'heure de l'IA là, la com à l'heure de l'IA, ce serait un petit peu ça la petite thématique de ces 2-3 prochaines minutes. Ça me donne une idée d'épisode d'ailleurs. Déjà, t'as tout dit, t'as dit un mot, t'as dit sans personnalité. Pour moi, en fait, le seul frein qu'on pourrait voir avec l'IA, c'est les personnes qui utilisent l'IA sans y mettre leur personnalité, parce qu'en fait, ça sert à rien. En fait, tout le monde peut faire ça, faire un copier-coller, dire à ChatGPT, fais-moi un post. Ça, aujourd'hui, c'est trop facile et surtout, ça sert à rien, parce que comme tu dis, maintenant, on le détecte et en plus, ça n'apporte rien. Par contre, vraiment, moi, je dis souvent à mes clients, en fait, c'est pas grave qu'on voit que vous utilisez l'IA. En fait, maintenant, c'est devenu un outil, tout le monde le fait. Pourquoi on le ferait pas? C'est juste que même si moi, des fois, je lis un post, je me dis, ça, il a utilisé l'IA. Mais je me dis, mais par contre, là, il y a une histoire, il y a du cœur, il y a de l'émotion. Enfin, donc ça me dérange pas. Voilà, il y a de la valeur. Donc pour moi, le secret, déjà, c'est d'y mettre toujours sa patte personnelle et pas juste de se dire, je fais un copier-coller de ce qu'il m'a dit. Et par contre, faut vraiment se dire, au contraire, c'est hyper puissant d'avoir ces outils. Déjà, en termes de gain de temps, en termes de créativité. Franchement, moi, des fois, quand je suis à court d'idées, parce que quand tu dois créer des épisodes de podcast régulièrement, des posts, etc., franchement, tu l'utilises pour rien que trouver des idées et te challenger. En fait, c'est vraiment quelqu'un à qui tu brainstorm. C'est un peu comme si on était là tous les deux et qu'on réfléchissait ensemble. Sauf que j'étais pas tout le temps avec moi, donc je le fais avec ChatGPT. Il y a un des intervenants là que j'ai vu récemment en conférence, Tristan Charvia. J'avais reçu son associé sur un autre épisode de podcast qui utilise beaucoup l'IA et lui disait c'est un peu comme des chercheurs d'or avec l'IA, c'est-à-dire que il va récolter pas mal de cailloux, mais il y aura peut-être une pépite dedans. Donc souvent on le voit d'ailleurs, un ChatGPT, il est capable de nous faire une liste de 10 idées. Peut-être qu'en fait les 9 sont mauvaises, mais il y en a peut-être une qui va être un début de pépite et qu'il va falloir creuser, et la pépite elle est brute, c'est-à-dire que il faut peut-être la faire fondre, etc., pour que ça devienne un vrai bijou. Donc j'adore cette analogie aussi. C'est super image, je trouve. C'est exactement comme ça que je le vois. Donc pour la partie créativité, pour gagner du temps, et parfois aussi pour par exemple, moi des fois ça m'arrive de rédiger un post et je me dis mais j'arrive pas là, il manque un truc, et juste je le demande à ChatGPT et des fois il va me sortir, comme tu dis, un mot ou un truc qui va me débloquer. Donc vraiment, pour les personnes qui ont soit des problèmes de créativité ou qui ont besoin tout simplement d'être rassurées ou de trouver un petit truc, ça c'est intéressant. Et en fait ça va même loin. Moi par exemple là, je me suis lancée dans la création d'un tunnel de vente, d'un lead magnet. J'avais jamais fait ça techniquement, j'avais hyper peur d'utiliser des outils, et au final ChatGPT m'a guidée étape par étape. Donc moi, pour les contenus, c'est moi qui les fais, en m'aidant quand même de ChatGPT pour m'aider à reformuler, etc. Mais par contre, sur la technique, c'était un truc de fou. Je lui ai dit, je vais utiliser tel outil. Il m'a expliqué étape par étape. Là, tu cliques là, tu fais ça, et là, tu fais une automatisation. Du coup, j'ai fait un truc que je pensais pas être capable de faire. Donc vraiment, tout le monde peut utiliser ces outils-là, quoi. Carrément, ça ouvre encore une fois plein de champs possibles. J'avais envie de repentir. J'ai zappé exactement ce que je voulais dire. Attends. Qu'est-ce que je voulais dire qui a été si important? Si. Oui, et encore une fois, ce qui est hyper intéressant à faire, c'est de lui donner un maximum aussi de contexte. Tout ce que tu as dit avant, tout ce dont on a discuté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini son positionnement, qu'on a une offre et déjà des contenus existants, tout ça c'est du contexte qu'on peut donner aussi à ChatGPT ou n'importe quel IA génératif finalement, et lui dire voilà ma réalité, voilà la typologie de clients que j'ai, voilà aussi ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc ça peut faire des prompts assez longs, mais finalement vous aurez en sortie un livrable qui sera de meilleure qualité que juste lui dire
fais-moi un post LinkedIn sur l'IA et la com, bon ben là il va sortir quelque chose de bidon. Par contre, si on lui demande avec beaucoup de contexte, ça sera forcément plus mais ça plus c'est pertinent. ouais, c'est important effectivement. Je pense que il faut quand même passer du temps. Si on fait juste une petite phrase et qu'on demande à ChatGPT de faire quelque chose, là on va avoir quelque chose d'assez standard, alors que si on le brief correctement, c'est un peu comme quand t'as quelqu'un dans ton équipe, hein. Plus tu le briefes et plus la personne va être performante, quoi. Carrément. Le temps passe assez vite ensemble. Je le savais déjà, hein, parce qu'on a le bonheur de se voir aussi en dehors des podcasts. Il y a encore 2-3 petites questions que j'ai pour toi, très aussi pragmatiques, pratiques. Parfois, on se pose la question du personal branding. Tu l'as parlé en intro aussi en disant et pourquoi pas aussi travailler sa marque personnelle. C'est vrai que c'est une sorte de nice to have, quoi, de quelque chose qui permet d'incarner encore plus aussi sa marque, sa solution. Est-ce que tout fondateur, fondatrice doit passer par là maintenant pour mettre en avant son organisation? C'est quoi que tu vois aussi comme bonne pratique là-dessus? Parce que parfois, on peut avoir vraiment peur de s'afficher. Je sais que toi aussi, t'es passé par ce genre d'étape. T'as déjà d'abord pris le micro, et puis ensuite t'as franchi le pas de faire des vidéos. Raconte-nous un peu les bonnes pratiques et comment toi t'as réussi à déverrouiller peut-être ça. Ouais, en fait, je pense qu'il faut déjà se dire qu'on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que des fois, on voit des gens, on dit ah c'est super, je veux faire comme elle, mais en fait, on n'est pas prêt. En fait, et du coup, c'est pas bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà de se dire aujourd'hui quel est mon premier pas que moi je peux faire pour progresser sur le sujet du personal branding. Moi, à l'époque, mon premier pas, c'était pas la vidéo, j'étais incapable, c'était le podcast qui était un gros challenge pour moi. J'ai fait mon podcast et grâce à ça, après, je suis passée au step d'après et j'ai fait de la vidéo. Et tu vois, les gens que je vois, notamment, LinkedIn, c'est quand même un gros sujet quand on travaille en tant que dirigeant, son personal branding. Parfois, en fait, il y a plein de personnes qui me disent, moi, je sais, faut que je me mette en avant sur LinkedIn, mais moi, je suis pas influenceur, etc. Et en fait, de toute façon, il faut pas faire quelque chose sur lequel on n'est pas aligné parce que ça va se ressentir. Donc, il y a des manières de prendre la parole, de parler de ses valeurs, de son approche et de soi, sans forcément se montrer tout le temps en photo ou sans dire, faire comme une influenceuse. Donc déjà, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi? Quelle est l'image que je veux renvoyer? Quel message je veux faire passer? Et se dire qu'au début, c'est le premier pas qui compte et de toute façon, ensuite, on progressera. D'accord? Donc, il faut pas vouloir trop se challenger non plus. C'est bien de se challenger, mais il faut faire quelque chose qu'on va pouvoir durer dans le temps, en fait. Oui, et puis peut-être aussi faire le deuil du contenu parfait parce que c'est comme un produit, service. Moi, je dis beaucoup. Il y a une phrase qui est assez célèbre du fondateur de LinkedIn d'ailleurs, qui dit si tu n'as pas honte de ton produit à son lancement, alors c'est que tu l'as sorti trop tard. C'est de dire que il y a jamais une version totalement optimale, donc à un moment donné il faut se lancer et c'est que en se lançant que on aura des retours sur ce qui a bien fonctionné ou à l'inverse ce qui a pas du tout fonctionné, alors que si on se lance pas, on n'aura pas ça et on pourra pas donc itérer, construire par-dessus et faire encore mieux. Donc peut-être que moi je me souviens aussi sur il y a peut-être un an de ça, j'avais fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux, je l'avais envoyé à un petit cercle d'amis dont tu faisais partie, je me souviens, en disant j'ai pas l'habitude de publier, est-ce que c'est OK? Mais ça peut être aussi en tout cas des manières de fonctionner. Si vous avez un contenu où vous êtes pas vous avez un petit doute, oui, il y a l'IA comme on l'a dit, mais en fait le partager à un cercle de confiance peut aussi être très encourageant, validant et se dire de toute façon en fait c'est les réseaux sociaux, le contenu là qui va être partagé, il va être oublié dans pas la seconde mais presque. Donc il a une date de fin quoi, assez rapide, donc il faut y aller, il faut se lancer quoi. Ouais, déjà il y a ça qui peut rassurer, c'est de se dire que de toute façon quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a très peu de gens qui le voient à cause des algorithmes et que c'est pour ça qu'il faut publier régulièrement, souvent pour être visible d'un maximum de personnes. Et en plus de ça, il y a que nous qui sommes très exigeants avec nous-mêmes parce que les gens ne savent pas la qualité que nous on attendait. Donc bien sûr, faut quand même être raccord et que ça fasse pro, bien sûr. Mais en fait, c'est en faisant comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est en osant une première fois qu'on va progresser parce que si on fait rien, on peut pas progresser en fait. Parfait. Donc lancez-vous et puis tenez-nous au courant, taguez-nous astuces de com, Natalia Montfort, moi aussi Guillaume Covagnac, Tracteur, toutes les personnes qui vous auront encouragé. Une des dernières questions, on a beaucoup abordé la notion du temps. Forcément, c'est très relié aussi avec la notion de budget et c'était quelque chose que je disais dans l'intro. En startup, on fait avec les moyens du bord et c'est-à-dire parfois pas beaucoup. Donc
la question un peu défi là que je te lancerai pour terminer, c'est si alors évidemment que ça dépend de chaque contexte, de boîte, de tel type de clientèle, etc. Mais si elle avait qu'un petit budget à mettre par mois, un 50-100 euros, on va dire, toi tu les mettrais où? En tout cas, tu sais où que tu vois des quick wins, des petites choses qui ont tout de suite de l'impact. Bah déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, il faut se rappeler aussi de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même des coûts de départ qui sont obligatoires, notamment le site web, le référencement. Donc ça, je le mets de côté. Pour moi, c'est le truc de départ, l'identité visuelle, etc. Après, dans la com du quotidien, je pense que là où on peut se débrouiller, si on est débrouillard et qu'on se forme, c'est la partie réseaux sociaux. Mais par contre, faut s'intéresser, etc. Par contre, là où pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée, souvent ce qui fonctionne, c'est de faire de l'ADS, donc de la publicité. Donc sur les budgets que tu as dit, sur Google, c'est compliqué parce que il faut mettre un peu plus de budget pour que ça fonctionne. Par contre, là où il y a vraiment des résultats, c'est de la publicité sur les réseaux sociaux et notamment sur Meta, donc Instagram et Facebook. Là, clairement, soit quand on est un e-commerce, ça fonctionne bien, ou quand on est une start-up, bien sûr, faut réfléchir à sa cible, mais c'est des budgets qui sont réalisables. Ce que tu as dit, 50 euros, 100 euros par mois, c'est des choses qu'on peut faire. Alors attention, il faut faire des tests pour voir quand on fait des campagnes, lesquelles fonctionnent, etc., pour être vraiment rentable et pouvoir s'en sortir. Parce que souvent, après, il faut quand même mettre un peu plus de budget. Mais typiquement, sur ces budgets-là, c'est là où je conseillerais de mettre son budget, quoi. Top. On va clôturer là. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voulais faire passer? Je sais que moi, je vais évidemment envoyer tous les celles et ceux qui veulent aller plus loin et retrouver tes conseils sur Astuces de com, parce que, comme je disais, il y a pas 1000, plus de 200 épisodes, mais c'est déjà énorme. Ouais, 1000, c'est beaucoup. Non, mais c'est un objectif peut-être. Ouais. Mais à retrouver et très ciblé. Est-ce que il y a une chose que tu voulais partager aussi avant de terminer? Peut-être juste ce qu'il faut, à mon avis, garder en tête. Le gros conseil, vraiment, ça serait de se dire que créer son propre média, c'est vraiment ce qui pourra faire la différence. Donc, comme travailler son branding personnel, créer un podcast, une chaîne YouTube, tout ça, c'est des choses qu'on se dit souvent, je le ferai plus tard. Mais en fait, plus vite vous le faites et plus vous aurez de résultats. Et surtout, ça vous place vraiment en tant qu'expert incontournable dans votre domaine. Et en tant que start-up, dirigeant, etc. Au début, vous en tirez pas les bénéfices tout de suite. Mais par contre, vous verrez vraiment que vous serez heureux de l'avoir fait parce que vous allez devenir la personne référente dans votre domaine. Et ça n'a pas de prix pour vous ouvrir des portes, en fait. Donc, c'est vraiment mon conseil. Clairement. Et surtout, quand on sait qu'en startup, il y a aussi une partie des investisseurs, surtout en démarrage, qui investissent au-delà de la solution et de la technologie, mais qui investissent sur l'équipe, donc sur les personnes. Cette capacité à fédérer, à partager, etc., c'est une vraie qualité qui peut faire la différence. Donc, merci Natalia pour tes conseils, c'est passé super vite. Je mettrai évidemment tous les liens pour te contacter en description. Les canaux principaux, ça reste LinkedIn quand même pour toi, ça? Ouais, moi je suis principalement sur LinkedIn, Natalia Montfort. Ok. Instagram aussi. Oui, je suis partout, mais voilà. S'il faut en choisir un, LinkedIn. LinkedIn pour contacter Natalia. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Open Startup. Si cet échange vous a plu, c'est les annonces de fin du podcast. Vous commencez à connaître. Pensez à vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes. Si vous souhaitez soutenir l'aventure, le meilleur moyen aussi, c'est de laisser une note 5 étoiles. Apple Podcast, Spotify, vous connaissez. Et puis, un petit mot, un petit partage, que ce soit en message privé ou directement en publication, ça aide énormément à faire découvrir à d'autres entrepreneurs et à convaincre aussi de venir partager au micro. J'imagine que tu confirmes, Natalia. Oui, déjà, merci beaucoup. Et surtout, envoyer un message à Guillaume pour lui dire que son podcast est génial. Et aussi un grand merci à l'équipe Tracteur qui est, je le rappelle, je l'ai pas dit en intro cette fois-ci, mais une équipe qui vous accompagne dans le développement de vos produits, vos services numériques. Si vous avez des enjeux, contactez-nous. On se fera un plaisir de vous accorder du temps. Et c'est grâce à Tracteur que ce podcast existe. C'était Guillaume Coagnac. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.